Oui, je mènerai cette campagne, c'est moi qui mènerai cette campagne en tant que chef de la majorité, Premier ministre, avec l'identité qui est la mienne. Les Français me connaissent, ça fait plusieurs mois maintenant que j'œuvre en tant que Premier ministre aux côtés du Président de la République. Mon identité, c'est-à-dire toujours écouter les Français, encore une fois, même quand ça fait pas toujours plaisir ce qu'on entend, essayer de prendre des décisions concrètes, régler les problèmes, et puis surtout avec des priorités qui sont les nôtres, les grands services publics que sont la santé, l'école, le pouvoir d'achat et l'emploi, l'écologie. Carl Olive, première question, est-ce que vous vous retournez devant les Français, vous ? Oui, depuis dimanche 21h39. Pour tout vous dire, je suis pas tombé à la renverse, parce que depuis, disons les choses, depuis maintenant 2 ans ou presque, ce pays vit au ralenti parce que le pays est bloqué d'un côté avec l'Assemblée nationale, et il est aussi bloqué parce que, disons-le, la majorité présidentielle, en majorité relative, n'a pas su, dans sa clarté, assumer un certain nombre de réformes et ne pas l'expliquer. Je pense à la réforme des retraites, je pense à la loi sur l'immigration, je pense aussi à ce qui s'est passé sur la stratégie européenne, où on a passé notre temps à flinguer l'adversaire. Pour le faire monter, il n'y avait pas mieux. Donc oui, je retourne évidemment au suffrage, et tout à l'heure, je ne serai pas devant le petit écran pour écouter le président Macron, parce que je serai au marché d'Orgeval. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, qui êtes un élu de terrain, qu'Emmanuel Macron prenne à nouveau la parole, que Gabriel Attal dise « je vais mener moi-même cette campagne ». La bonne nouvelle, c'est que les Français vont avoir la parole. Parce qu'encore une fois, le pays était bloqué. Moi, je ne me résous pas dans ce pays à avoir une dégradation à ce tel point de l'autorité d'État dans tous les strates de la société. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bien de redonner la parole aux Français. Il faut reconnaître au président de la République... Vous ne répondez pas, Carl Olive, vous avez compris ma question. Est-ce que c'est un handicap, Macron-Attal? Est-ce que pour vous, élu de terrain, aujourd'hui, devant les Français, c'est un handicap? Le président de la République, le président de la République, c'est Emmanuel Macron, le Premier ministre, c'est Gabriel Attal. Donc c'est pas un boulet. On doit assumer cela. Sinon, on change de camp. On fait comme les LR. Vous avez 3 semaines pour renverser les choses. Est-ce qu'en 3 semaines, on peut... faire en sorte que le RN n'ait pas la majorité? Madame Kemener, en fait, c'est pas 3 semaines, c'est que quand vous êtes élu de terrain, quand vous avez été maire, on est en campagne permanente. Moi, je passe mon temps dans les 23 communes de ma circonscription, et j'entends ce qui se passe sur le terrain. On se fait engueuler au jour le jour. C'est mon ADN de quand j'ai été maire, et c'est important cela. Et ça nous a manqué. C'est pour ça que moi, j'ai toujours réclamé le retour du cumul des mandats entre députés et maires, pour pas être déconnecté. Oui, évidemment, c'est une compétition qui va être compliquée. Oui, en 3 semaines, il faut arriver simplement à expliquer les choses et être très clair dans son discours. Moi, je veux de l'autorité de l'État. Je veux du pouvoir d'achat, mais c'est pas le pouvoir d'achat où on va dire ça va simplement baisser de 15 centimes l'électricité et le gaz, ou dans le même temps, d'ailleurs, M. Bardella nous annonce qu'il pourrait le faire baisser de 30 centimes à 45 centimes. Oui, très bien, ça va coûter 12 milliards, c'est pas M. Perry qui va me contredire. Ou que la retraite va être à 62 ans, très bien, ça va coûter 100 milliards. Oui, mais sauf que ces arguments-là, vous les mettez vous-même en avant. Ça marche plus, Carl Olive. Non, mais la baisse du prix de l'électricité, par exemple, pour les Français, je ne sais pas ce que fera M. Bardella, on verra bien. Baisser la TVA, passer de 20 à 5. En tout cas, c'est concret. Et les Français entendent ces messages. Ah ben c'est concret, ça coûte combien, Monsieur Boursier? Non, mais c'est pas ce que je vous dis. Bah oui, ça coûte 15 milliards. Mais c'est concret, non mais évidemment. Mais c'est pas un jukebox, les finances publiques. Comment on fait pour réduire la dette? Il faut des réformes structurelles. Comment on passe les réformes structurelles? Par l'Assemblée nationale. Elle est bloquée. Qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça, on fait l'autruche, on va à Thoiry? Alors, le Thoiry, c'est un parc animalier, pour ceux qui savent pas. Oui, c'est un joli zoo. Non, mais alors, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qui porte le plus auprès des Français? Est-ce que c'est, regardez, on va baisser votre facture, ou une forme d'appel à la responsabilité, comme vous le faites, Monsieur Olive, de dire, Moi, je pense qu'il faut être responsable vis-à-vis des Français aujourd'hui. Cette majorité a distribué, Carl Olive, 70 milliards d'euros en 2023, en chèque énergie, en ristourne carburant, en pure perte. Parce qu'à chaque fois, les Français vous disent invariablement « c'est bien, mais c'est pas assez ». C'est-à-dire que le droit de tirage, vous voyez, la distribution d'argent, la politique de guichet, ça ne fait pas voter. Est-ce que vous en avez vraiment pris conscience? 1, ça aggrave les finances publiques. 2, ça vous fait pas gagner. Alors, Monsieur Perry, moi j'en ai pris conscience depuis que je suis, encore une fois, pardon de le dire, maire, et donc quelqu'un qui est attaché à la réalité du terrain. À Poissy, entre 2014 et 2022, c'est 25% de budget de fonctionnement en moins. C'est 25% d'absentéisme en moins. Et c'est une baisse de la délinquance juvénile de 30%. Personne n'a le monopole de tout cela. Simplement, quand on est sur la réalité du terrain, oui, quand on a 1 euro dans la poche, on n'en dépense pas 2. C'est ça la réalité des maires. Mais les Français sont prêts à l'entendre, ça, à votre avis? Parce que le discours du Rassemblement national, c'est 110 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Ça a l'air de faire peur à personne. Non, mais on vient de se faire corriger par Standard & Poor's, mais c'est pas gênant. Mais évidemment que ça parle aux Français. Encore faut-il les rencontrer, encore faut-il se prendre effectivement des bourre-pifs au quotidien.
Regardons une étude Emmanuel Rivière. Alors, c'est Odoxa Backbone pour le Figaro. Comment est-ce que les Français vont se prononcer? Évidemment, je vous la soumets également, monsieur Olive. 51% des Français vont se déplacer, Emmanuel Rivière, pour faire barrage. Faire barrage. Donc, ils vont aller voter contre. C'est quand même très significatif. Ils sont plus de la moitié à dire je ne vais pas aller défendre des idées, je vais aller voter contre. Et quand on regarde le détail, ils vont faire barrage au Front National, au Rassemblement National à 27% et 24% faire barrage à l'exécutif. Enfin, c'est quand même un chiffre qui est très significatif et surtout le fait que les deux soient quasiment au même niveau. C'est significatif de deux choses. Ce qui fait ce croisement, en fait, c'est qu'effectivement, il y a, on l'évoquait tout à l'heure, une usure du pouvoir, une aversion à l'égard de ceux qui l'incarnent, mais particulièrement d'Emmanuel Macron. Et d'un autre côté, ce dont on a vu le résultat dimanche, c'est que le regard des Français sur le Rassemblement national a considérablement changé. Pour tout un tas de raisons, mais en tout cas, on le mesure très clairement dans les enquêtes. La part de Français qui disent que c'est devenu un parti plus modéré, la part des Français qui considèrent qu'il est plutôt un rempart contre l'antisémitisme, plutôt que l'inverse. C'était dans l'identité de ce qui faisait le rejet massif du Rassemblement national, c'était ses racines et la manière dont on l'associait à l'extrême droite, à cette double filiation entre le pétainisme, l'OAS, etc., et la violence que ça incarnait. Donc aujourd'hui, on a effectivement un parti qui s'est considérablement honorabilisé, à mon avis, un peu plus depuis hier. Le président d'un grand parti qui dit on peut s'allier avec eux, c'est une couche supplémentaire de dire ils sont effectivement dans le champ. Ce qui fait qu'effectivement, voilà. Et ce qui manque d'ailleurs dans ce sondage, c'est que l'hypothèse faire barrage au nouveau Front populaire, qui pourrait être une motivation, n'est pas testée non plus. Mais c'est un peu le risque. Mais c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y aura beaucoup de monde pour voter le 30 juin et le 7 juillet. C'est que finalement, un des moteurs de la participation électorale, souvent, malheureusement, c'est la peur. Éric Ciotti, vous porte un coup important hier en rejoignant le RN. Alors écoutez, message personnel, chez les LR, ce n'est plus le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Bon, il fallait que je m'en pour faire un petit clin d'œil à Françoise Hardy. Il n'y a rien qui fait peur, Monsieur Boursier. Chacun prend ses responsabilités. Il y a quelques années, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, Édouard Philippe ont quitté l'LR. J'en faisais partie également. Oui, mais pardon, vous avez rejoint la majorité présidentielle. Ce que vous rappelle Monsieur Rivière à l'instant, c'est que c'est le patron, jusqu'à au moins cet après-midi, du parti de la droite de gouvernement qui dit on va faire une alliance avec le RN. Oui, c'est tout sauf anodin. C'est tout sauf anodin. Mais moi, je n'ai pas jugé ça. Je vais vous dire, je ne vais pas recommencer ce qui s'est passé pendant la stratégie européenne, d'aller flinguer le Front National d'un côté et LFI de l'autre. Je vais d'abord capitaliser et aller mettre en place ce que nous devons mettre en place sur le terrain. C'est ça mon enjeu. Mais... Après, chacun prend ses responsabilités. Mais moi, je vais vous dire, dans le socle électoral, si on veut que ça fonctionne dans ce pays, il faut absolument que les partis soient moins importants que le pays. Et moi, je vous cite des personnalités on dit de l'arc républicain, sur lequel on peut gloser, mais des personnalités comme Jérôme Guedj, comme Madame Rabault, comme Bernard Cazeneuve d'un côté, comme Julien Dive, comme Xavier Bertrand, comme Pierre-Henri Dumont. C'est des gens qui ont des idées pragmatiques, des idées de bon sens. Alors ce matin, Madame Evren, qui est vice-présidente des LR, nous a dit sur ce plateau, tout est ouvert. Du côté des Républicains, nous laissons la porte ouverte, on va discuter entre nous pour voir ce qui va se passer. Enfin une parole de bon sens et des paroles qu'on aurait aimé aussi entendre. Et je balaye encore une fois devant n'importe parce qu'on n'a pas été exemplaire à l'Assemblée nationale, y compris la majorité présidentielle. Mais si on a vu effectivement les discussions constructives qu'on a d'ailleurs en dehors de l'hémicycle aujourd'hui, en dehors finalement d'un fonctionnement normal à l'intérieur de l'hémicycle, peut-être qu'on n'en serait pas là. Ce qui est incroyable, vous avez vu, on n'a pas parlé une seule fois du bordel ambiant à l'Assemblée nationale orchestré par la France insoumise. C'est formidable. C'est formidable. Pourquoi on en est là ? Parce que dans l'hémicycle, on ne peut pas prendre la parole sans être coupé, insulté, provoqué. Et ce qui se passe aujourd'hui... Vous êtes là à cause de la France insoumise ? Je peux vous dire qu'en partie, ce qui se passe aujourd'hui dans le ruissellement, le bordel ambiant sur le terrain, quand vous avez effectivement des espèces de manifestations à ciel ouvert dans l'Assemblée nationale, je peux vous dire, Monsieur Boursier, que sur le terrain, il ne faut pas se demander pourquoi derrière, vous touchez un policier, vous touchez un citoyen, vous touchez un élu, vous touchez un enseignant, qui repartent avec le V de la victoire, il ne se passe rien. C'est aussi un ruissellement qui se passe de l'Assemblée nationale. Encore un mot, François ? Oui. Est-ce que vous ne tirez pas comme conclusion de ce qui s'est passé pendant cette campagne, qui amène à la dissolution, le fait que
l'Ukraine n'a pas eu d'impact, c'est-à-dire cette idée que la France, en Europe, devait absolument être puissante pour pouvoir tenir tête à Vladimir Poutine, et de l'autre côté, la campagne de la France insoumise à Gaza sur le fait que tout ce qui se passe au Proche-Orient a des répercussions chez nous à cause de nos communautés. Et comment se fait-il que ces deux moments centraux de la vie internationale n'aient pas eu plus d'impact sur ce que pensent ou sur ce que veulent les Français? Parce que je pense que les Français, d'abord, je vais vous dire ensuite avec gravité le message que je veux faire passer, mais les Français, et M. Perry le disait tout à l'heure, voient effectivement ce qui se passe dans leur frigo pour que le frigo augmente, et voient ce qui se passe à droite de leur logement, à gauche de leur logement. Le reste, on est plutôt dans un couloir. Maintenant, avec gravité, moi je me félicite de l'aide qui est apportée à la fois sur le terrain ukrainien, de l'aide qui est apportée à la fois à Israël et les déclarations de cette majorité sur Gaza. Je fais la différence. Il faut faire du discernement par rapport à cela. Mais c'est vrai, vous avez certainement raison. Il y a un discernement qui parfois n'est pas suffisamment présent. Le chameau ne voit pas sa bosse.